Alors, je ne sais pas ce que je peux dire. Moi, je pense que, parce que je ne sais pas, je ne connais pas les informations que possèdent les services secrets, etc. Alors, c'est vrai que la chose que j'ai remarquée, en effet, du point de vue, on va dire, purement émotionnel, c'est que quand tu as déjà ton pays qui est attaqué, les bombes qui sont jetées sur ta ville, tes amis, ta famille qui fuit, en fait, en quelque sorte, il y a déjà pas pire que cela. Et donc, les camarades ici, ou les personnes ici en France, dans d'autres pays européens, pour lesquels, pour eux, c'est surtout ce qui se passe en Ukraine, c'est la menace d'une guerre nucléaire. Nous, en fait, c'est pas quelque chose à quoi on pense immédiatement. On pense à ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut aider, de convaincre les gens d'aider les Ukrainiens dans la position dans laquelle ils sont maintenant. Et donc, en effet, ce que j'ai aussi dit dans mon exposé, c'est que cet argument de la menace nucléaire est évoqué souvent pour justifier la relative inaction pour essayer de protéger davantage les populations civiles en Ukraine. Mais voilà, par ailleurs, aujourd'hui, il existe aussi des bombes nucléaires, petites bombes nucléaires intelligentes, qui tout à fait peuvent être utilisées en Ukraine. Enfin, ce n'est pas quelque chose d'exclu. Enfin, moi, je n'exclus plus rien, malheureusement, dans les circonstances. Mais voilà, enfin, il reste à espérer qu'il n'ira pas au moins jusque-là. Sur cette question de la menace nucléaire, et en fait je suis assez d'accord avec Daria, c'est-à-dire que sur faut-il la craindre ou ne faut-il pas la craindre, je pense que c'est quelque chose... Enfin, personnellement, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, et d'ailleurs c'est peut-être très bien comme ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez intime là-dedans, dans cette idée d'avoir peur de cette menace ou pas. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme disait Daria, cette menace, c'est intéressant de voir que c'est celle qui semble émouvoir et susciter le plus de crainte par chez nous, en fait. Et que, comme si d'autres menaces et d'autres violences étaient presque secondaires, en fait. Donc ça, moi, à titre personnel, ça me dérange un peu. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et que par ailleurs, elle justifie aussi justement une certaine inaction, c'est-à-dire que c'est au nom de cette menace qu'on n'agirait pas plus avant dans le soutien à l'Ukraine. Et ça aussi, pour moi, c'est aussi problématique, parce que ça veut dire que, d'une certaine façon, c'est comme si tout ce qu'il y avait entre le rien et la menace nucléaire était presque tolérable, et que tout cet éventail de violence et de violence qu'on voit sans que... Enfin, je veux dire, c'est plus discutable, les crimes de guerre qui sont commis, qu'il y en ait, je veux dire, et toute cette violence intermédiaire n'était pas digne de réaction, en fait. Donc, moi, je pense plutôt comme ça. Et peut-être que pour trouver une réponse à ça, c'est peut-être... ça peut aider, je pense, de penser à l'envers, c'est-à-dire de voir que dans l'histoire des guerres qu'a menées Poutine, en fait, ni les négociations de paix, ni les pourparlers, ni les accords n'ont été respectés. Et que donc peut-être ayons ça en mémoire lorsqu'on décide d'agir ou de ne pas agir aussi. C'est-à-dire que les sanctions qui ont été prises après après l'annexion de la Crimée en 2014 n'ont rien changé. Il a continué à soutenir les républiques séparatistes. Il mène actuellement une invasion de grande ampleur. Donc je crois que c'est peut-être qu'une façon de sortir de cette impasse, de cette menace ou de non-menace, c'est encore une fois, de s'inscrire dans le temps long et de voir ce qui a été fait par ce régime. Voilà. Mais c'est un point de vue plus personnel que, évidemment, parce que je ne suis pas au fait de ce que va faire Vladimir Poutine. Je peux entendre, en fait, je peux comprendre que depuis la France, on aurait du mal à appuyer
la demande des Ukrainiens et Ukrainiennes sur place pour un no-fly zone ou pour la livraison des armes, etc. Pour moi, et c'est ce que nous on a écrit dans notre texte, guerre en Syrie, 10 enseignements, guerre en Ukraine, 10 enseignements syriens. En fait, ce type de décision, il faut qu'on se rappelle que c'est nous, on n'a pas, en fait, on n'a pas une saisie, on n'a pas une emprise sur cette échelle-là de opération, de décision. Nous, on peut pas, en tant que, je sais pas, militants, activistes, camarades, réfugiés, etc., aller dire à l'ONU ou aux États-Unis ou même à l'État français no-fly zone. Et donc du coup, eux, ils vont le faire. Enfin, ça marche pas comme ça. Nous, on n'est pas fort. Enfin, malheureusement, en fait, on n'est pas assez fort pour pouvoir peser dans des rapports de force contre les États, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour leur dire en fait, c'est ça ce qu'il faut faire en Ukraine. Et bien sûr, on n'a pas les moyens ni économiques en tant que bande de gauchistes là, à envoyer directement par exemple des armes ou voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on a dit dans le texte, enfin disons la porte de sortie que nous on a trouvée, mais c'est aussi à partir d'expérience, de l'expérience qu'on avait en Syrie, c'est que il faut écouter c'est quoi les demandes et les revendications des gens sur place. Les premières concernées en ce moment, c'est les Ukrainiens, les Ukrainiennes, et après, il y a, voir en fait qu'est-ce que les militants anti-guerre en Russie ils demandent, quel type de soutien ils ont besoin, etc. Mais du coup, nous, la proposition, c'est d'écouter en fait leurs demandes et leurs revendications, parce que sûrement, en fait, ils savent mieux que nous, ici en France, qu'est-ce qu'il faut faire, et ils ont besoin de quoi, enfin voilà, eux, ils vont savoir de quoi ils ont besoin. Nous, on va pas savoir. Donc du coup, s'ils disent, en fait, ils ont besoin d'un no-fly zone, et que même ici, nous, on a un problème je sais pas, en tant que militant anarchiste ou communiste, ou j'en sais rien, à demander, en fait, à revendiquer des choses par rapport à l'État, je crois qu'on peut pour un moment pas mettre ses convictions en suspens, mais dire que là, il y a une urgence. C'est pas la pureté en fait de ma position militante ou politique ou conviction idéologique, je sais pas quoi. Moi, je crois en fait la prise de position saine et logique et qui bénéficiera à notre camp en fait dans le futur, c'est d'être à côté des gens sur place, d'appuyer leur position, parce que sinon, en fait, on va pas être leur allié. Et si nous, on veut construire en fait un internationalisme par le bas, si on veut tisser des liens justement transnationaux et penser en fait d'une manière qui dépasse les frontières, on est obligé, vous n'êtes pas obligé, mais moi je crois, si vous voulez contribuer à construire l'internationalisme, oui, et la meilleure position, c'est de soutenir en fait leurs demandes, c'est de dire on est avec vous, même si oui, parfois on kiffe pas trop le fait de demander quoi que ce soit à l'État, mais en fait parfois même ici en France on le fait, avec sa propre État, et donc du coup de pas risquer d'être en fait isolé de ces demandes populaires sur place. On peut pas en fait être isolé depuis la France des demandes des gens en fait qui sont en train de combattre à la fois l'invasion russe et espérons, et c'est là où aussi l'importance d'une position internationaliste, espérons par la suite aussi le régime de Zelensky, aussi en fait le néolibéralisme et l'autoritarisme chez eux, mais en fait pour qu'ils puissent faire ça, nous on a besoin en fait d'être forts à la fois ici, de les soutenir et de leur dire en fait on est avec vous pour que après eux ils puissent prendre en fait comment dire en fait de la force. Sauf ça, c'est vraiment dur. En fait, on les laisse tout seuls et après on dit débrouillez-vous. Et fallait pas demander à l'OTAN quoi. En fait, sur le long terme, nous il faut qu'on soit une force de proposition. Et une force qui peut en fait peser économiquement, de manière militaire, etc. Là, on n'est pas là, mais je crois que ça doit être ça l'horizon.